Je vais tenter de cerner ce qu'il en est d'un problème par rapport auquel nous ne sommes pas outillés. Et c'est la question des multinationales. C'est le thème de mon travail depuis maintenant quelques 2 ans. Parce que nous avons en tête des schèmes, des modèles, des références qui ne sont pas adaptés et qui nous viennent souvent d'une sorte de, je dirais, d'une éducation qui nous a été faite avant un certain nombre de bouleversements dans l'ordre politique. Et pour ma part, mon travail consiste à essayer d'ajuster des concepts à l'évolution du monde pour éviter que nous mobilisions trop souvent des modèles, des références, des concepts qui sont caducs. Sur un mode scolaire, quand on pense les entreprises, on les imagine subordonnées à des pouvoirs politiques. On dit, bon, il y a l'État qui règne sur le territoire sur lequel il a des prérogatives. Hein? Et l'État a le monopole du pouvoir et de la violence légitime. Hein? C'est comme ça qu'on présentera les choses au cégep, par exemple, et même parfois illégitime. Mais en tous les cas, il la revendique comme telle. Il a une autorité sur son territoire, l'État. Il a une police à sa disposition. Il a le pouvoir de voter des lois, de contraindre les citoyennes et les citoyens. Il a un pouvoir de dépenser par rapport à cette cagnotte commune qui est le trésor public et le budget dont il dispose. Et sous lui, il y a, dira-t-on, la société civile, les gens, les organisations à but non lucratif, les petites et moyennes entreprises, les filiales de multinationales, les entreprises, les acteurs. On est soumis tous à cette autorité-là. Ce modèle est caduc. Si on pense dans ce cadre-là, on ne peut pas comprendre notre monde. Et notre monde nous contraint à revoir nos catégories, à revoir nos modèles, à revoir nos concepts de façon à s'ajuster au monde pour être capable de mieux le lire et s'y retrouver et s'y orienter. Et pour ma part, c'est ce que j'essaie de faire. Et en travaillant donc sur les multinationales, pourquoi? Parce qu'il m'a semblé que nous avions intérêt collectivement à réfléchir à ce qu'elles sont, hein, et à réfléchir à la portée qui est la leur, parce qu'elle ne rentre plus dans ce modèle. Hein? Et il m'a semblé clair, en analysant les choses, que force était pour nous de revoir nos considérations. Il m'a semblé que là aussi, quand venait le temps d'en parler, nous faisions fausse route. Et je me suis attelé à en analyser une, plutôt qu'en analyser 50, puis de mélanger des exemples, puis de donner l'impression d'aller choisir ce qui convenait à mon argumentation. Donc, je me suis dit, je vais analyser ce qu'est une multinationale qui me semble ne plus rentrer dans ce modèle un peu cégepien dont j'ai parlé tout à l'heure, là. Et je vais voir comment une seule arrive à déployer son autorité. Et je me suis arrêté donc sur la firme française Total. Oui, pour 3 raisons que je vais énoncer. Qui est une société associée le plus souvent au pétrole, qui nous vient de France, et qui est même si on n'a pas d'enseigne Total sur les routes quand on fait le plein, il s'agit quand même d'une des 6 plus grandes sociétés pétrolières au monde, qui rivalisent de plein pied avec BP, Shell, ExxonMobil, Esso et les autres. Bon. Le problème, bon, il faut se situer aujourd'hui dans un ordre qui n'est plus celui du modèle dont je parlais tout à l'heure, où l'État, le monopole légitime, la violence, le monopole de l'autorité, le monopole du pouvoir. On est dans un ordre qui est quand même semblable quelque part à ce que vivaient, par exemple, les Français à la Renaissance, quand ils étaient soumis à ce que j'appelle un millefeuille d'autorité. Hein, la paysanne et le paysan français, hein, au XVIIe siècle, au XVIe siècle,
étaient subordonnés à des pouvoirs qui étaient différents les uns des autres. Il y avait le seigneur, éventuellement il pouvait y avoir un duché, qui était aussi en rivalité avec l'Église, qui était un pouvoir en bonne et due forme. On a connu ça ici aussi. Hein? Et ensuite, et c'est bien en Mauricie qu'il faut en parler, et ensuite il y a eu, évidemment, il y avait le royaume. Et être français, à l'époque, c'était être sujet de toutes sortes d'autorités qui n'étaient pas insérées les unes dans les autres, comme peut l'être aujourd'hui le palier municipal par rapport au palier provincial, par rapport au palier fédéral, par rapport à certaines organisations internationales. Et elles n'étaient pas imbriquées, c'était des pouvoirs qui, en quelque sorte, coexistaient. Hein? Et c'est comme ça qu'on doit penser aujourd'hui notre situation quant à au moins deux strates de pouvoir que sont d'une part les États et d'autre part les multinationales. Et j'aurais presque envie d'ajouter, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, le crime organisé, qui est un vrai pouvoir, mais qu'on peut considérer comme tel. Bon, il y a Éric Vernier, un économiste, qui disait que si le crime organisé s'organisait d'une manière fédérée, il faudrait l'inviter au G20, tellement il est puissant. Mais vraiment, on parle de milliards d'actifs dans le monde. Mais je vais m'en tenir aux deux premiers, en insistant sur le fait que les multinationales sont devenues un régime de souveraineté qui n'est pas politique au sens des États, mais qui a nécessairement quand même du pouvoir. Et les multinationales exercent leur autorité et ont un rapport à la loi qui sont spécifiques. Et c'est cette spécificité-là qui va m'intéresser pour qu'on soit capable d'inscrire dans notre modèle ce palier-là qu'on a tendance à oublier. Bon. Et pour commencer, je dirais que nous ne sommes pas outillés pour penser les multinationales. Nous n'avons pas les termes adéquats pour le faire. Hein? Par exemple, Total. Si vous écoutez la radio, si vous faites une recherche rapide sur Internet, si vous parlez à des gens sur un mode un peu distrait dans un café, notamment en France, ils vont vous dire « Ah, bien Total, c'est une société pétrolière française. » Bon, mais les 4 termes de l'expression sont faux. Les 4 termes nous font errer alors que ça semble tomber sous le sens. De la même manière que si on dit « Ah, Starbucks, c'est une société de distribution de café au détail des États-Unis », on se trompe. Si on dit « Ah, bien Bombardier, c'est une société québécoise dans l'aéronautique », on se trompe. C'est plus compliqué que ça. Hein? Ces sociétés-là n'existent pas de telle sorte qu'on puisse les définir avec les mots que j'ai employés. Déjà, dans l'expression « une entreprise pétrolière française », déjà, l'article ne convient pas. Parce qu'une multinationale n'est jamais une entité une. Déjà là, on se trompe. Et c'est peut-être l'erreur la plus importante du syntagme. Hein? Parce qu'une multinationale, par définition, vous l'entendez juste dans l'expression multinationale, elle est plusieurs. Elle n'est pas une. La pizzeria du coin est une. La librairie du coin est une. Hein? La structure associative du coin est une. C'est une entité une qui a un conseil d'administration qui représente une structure qui est permise par le droit. Et c'est en droit québécois ou en droit canadien selon les compétences qu'on va créer une association à but non lucratif ou une PME ou une grande entité internationale ou une institution financière. Mais les multinationales ne sont pas une, elles sont plusieurs en droit. Hein? Total, par exemple, ce n'est pas une société, c'est 934 sociétés. Et c'est tout de suite comme ça qu'il faut la penser. La Banque royale du Canada, ce n'est pas une banque, c'est des institutions fédérées. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'en droit là, dans l'enfermement juridique de la pensée, là, j'aurais presque envie de parler de névrose, là, dans l'enfermement du droit, en droit, toutes ces entités-là sont indépendantes. Shell, BP, ExxonMobil, Total et les autres, hein, ne sont pas une société, mais un réseau de structures éparpillées dans le monde qui sont, elles, toutes indépendantes en droit. Hein? Total, c'est 934 sociétés réparties dans 130 pays qui sont indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en avais parlé déjà auprès de vous il y a quelques années. Du point de vue de l'évitement fiscal, c'est formidable. Parce que toutes ces entités-là peuvent s'envoyer des factures entre elles. Elles sont autonomes. Et en droit, elles sont considérées comme des entités propres. Elles peuvent se prêter de l'argent avec intérêt.
Et si elles tombent sur la tête, elles peuvent même se poursuivre en justice entre elles. Elles peuvent légalement tout faire parce qu'elles sont indépendantes. Bon. En ce qui concerne l'évitement fiscal, c'est très pratique. C'est comme ça que, d'ailleurs, on profite des paradis fiscaux. C'est-à-dire que ces structures-là, les multinationales, au premier chef, profitent des paradis fiscaux. Parce que qu'est-ce qu'elles font? Bien, elles confient à leur structure des Bermudes les droits de propriété intellectuelle sur leur marque, par exemple. Et ensuite, à chaque fois qu'un détaillant veut utiliser le coquillage de Shell, par exemple, eh bien, il doit être versé des droits d'utilisation, la permission d'utiliser le logo à la filiale des Bermudes, de façon à ce qu'il y ait le moins d'argent possible dans les coffres de la structure qui est dans le pays où il y a des impôts à payer et qu'il y ait le plus d'argent possible dans le pays où il n'y a pas d'impôts à payer, même s'il ne se passe rien dans le pays où il n'y a pas d'impôts à payer. C'est pour ça que Google paie 2 % d'impôts dans le monde à chaque année, parce que la filiale des Bermudes de Google envoie des factures à toutes les structures Google du monde pour vendre les droits d'utiliser la marque Google de façon artificiellement à stocker des milliards de dollars dans les comptes d'une entité où il n'y a même pas d'employés. Bon, c'est comme ça qu'on procède. Mais ce n'est pas seulement la question. La question, c'est qu'en agissant comme ça, les multinationales évitent toute forme de contrôle, non seulement sur un plan fiscal, mais sur un plan juridique et politique en général. Parce qu'en droit, elles ne sont pas reconnues comme sujet. Un groupe, parce que souvent la multinationale, on va la présenter comme un groupe. Le groupe que constitue Total, ou Danone, ou Disney, ou Coca-Cola, le groupe multinational, le groupe d'entités n'est pas un sujet de droit. Ne sont sujets de droit que les structures. Et donc, du point de vue des États, c'est comme si en droit commercial, en droit des affaires et dans le droit tel qu'il est pratiqué à l'échelle internationale, c'est comme s'il n'y avait que des tentacules, mais jamais de pieuvres. Et donc, il n'y a aucune entité politique, il n'y a aucun État, il n'y a aucune autorité politique qui est à même de contrôler, de superviser, d'encadrer et de suivre ce que fait la pieuvre. L'Algérie a une autorité sur ce que fait le tentacule de la pieuvre en Algérie. La France a une autorité sur ce que fait les quelques tentacules de la pieuvre dans le pays. Même chose au Pérou, même chose en Indonésie, même chose en Russie, même chose au Canada, même chose partout. C'est comme si les États avaient un pouvoir sur l'élément du tout qui est actif chez lui, mais n'avaient même pas la capacité en droit et en politique, comme législateur, comme auteur de loi, de penser ce que fait la pieuvre à l'échelle mondiale. Donc, c'est comme si, en fait, le tentacule non seulement n'existait que pour lui-même, mais n'obéissait même pas à un cerveau. Et le problème, il se manifeste dans des rapports de force. Si vous prenez, par exemple, Shell, quand Shell a des bonnes années financières, elle engrange comme groupe autant de capitaux que les Pays-Bas ont un PIB. Ils ont autant de capitaux que le PIB des Pays-Bas, qui est l'endroit où se trouve leur siège social. Et ce groupe-là peut peser de tout son poids où qu'il aille. S'il est au Nigeria, s'il est au Canada, s'il est au Brésil, s'il est en Russie, il peut de tout son poids peser dans la balance, soit par un pouvoir de corruption qui est tout à fait pratiqué et en vogue dans ce milieu-là, soit par des menaces, soit en finançant des guerres civiles, ça s'est vu, soit en organisant des élections, en intervenant dans des élections sur un mode problématique. Et donc, il peut peser de tout son poids, mais aucun État, lui, ne peut légiférer à l'échelle sur laquelle le groupe évolue. Parce qu'aucun État n'a le pouvoir de voter des lois qui ont une portée mondiale. Donc, la France peut très bien, en ce qui concerne Total, par exemple, voter des lois sur ce que fait Total en France. Mais elle ne peut pas voter de loi sur ce que fait Total en Arabie saoudite, au Yémen, en Irak, au Brésil, en Argentine, au Canada. Elle ne peut pas interdire à Total d'exploiter les sables bitumineux, par exemple. Bon. Donc, ce sont des pouvoirs qui n'ont pas de contre-pouvoir. Et ça, c'est le problème le plus grave. Et c'est aussi ce qui fait que jamais ces
sociétés-là sont soumis vraiment à ce modèle dont je parlais tout à l'heure. C'est seulement une petite parcelle de leurs activités qui sont soumises à ce pouvoir étatique dont je parlais. La pizzeria du coin, elle est obligée de respecter un grand nombre de règles et de lois sur le traitement de ses employés, le salaire minimum, les impôts fonciers, sur des règles sanitaires. Bon, Pizza Hut doit respecter ces règles-là en ce qui concerne sa boutique, mais le gouvernement n'a aucun pouvoir sur ce que fait Pizza Hut à l'échelle de toute sa structure. Il peut très bien y avoir des ingrédients qui sont faits au préalable dans des pays dont la réglementation quant au travail est absolument problématique. Et on nous envoie ça ensuite sur un mode congelé sans qu'on ait de contrôle là-dessus. Bon, et le reste est là, on peut faire travailler dans des zones franches des enfants qui produisent des ingrédients qui vont ensuite être congelés, hein, et vont être introduits ici sans que nous puissions légiférer là-dessus, surtout avec nos accords de libre-échange, ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier problème. Hein. Les multinationales, là, c'est déjà des pieuvres dont on a un pouvoir partiel seulement sur les tentacules ici et là. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, les responsables de multinationales vont dire « Nous, on respecte la loi. On nous respecte. » Et là, ils vont ajouter, parce qu'ils sont des avocats dans l'âme, ils vont dire « Nous respectons la loi partout où nous nous trouvons. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous respectons la loi partout où nous nous trouvons. Ça veut dire que moi, dirigeant de Total, ben c'est pas moi, là, mais Patrick Pouyanné, dirigeant de Total, peut dire qu'il respecte la loi partout, c'est-à-dire qu'il respecte la loi du Nigeria au Nigeria. Il respecte la loi des Bermudes aux Bermudes. Il respecte la loi du Yémen au Yémen. Il respecte la loi de la Libye en Libye. Mais on sait très bien que ce n'est pas la même loi que celle qui prévaut dans des pays un petit peu plus exigeants envers le capital, quoiqu'ils soient, eux, aussi tout à fait complaisants, hein, et qu'ils soient aussi éminemment perfectibles. Mais il y a des pays où il n'y a absolument rien qui nous permet d'encadrer un tant soit peu le capital. Donc, effectivement, que sur les règles de corruption, le Total respecte les lois iraniennes en Iran, c'est pas rassurant. Sur les questions environnementales, que Total respecte les lois nigérianes au Nigeria, c'est pas rassurant. Que sur un plan fiscal, Total respecte les lois bermudiennes aux Bermudes, c'est pas rassurant non plus. Bon, et donc c'est tout le problème de cette espèce de morcellement du droit à travers des États qui sont parfois très complaisants, parfois un peu moins et à peu près jamais rigoureux. Bon, ça, c'est un enjeu fondamental. Ensuite, française, hein, ou Bombardier québécoise, Starbucks américaine. C'est de moins en moins vrai. Les grandes entreprises appartiennent de plus en plus à des citoyens apatrides que sont les investisseurs. Hein, et les investisseurs viennent de partout. Ils n'ont pas de nationalité si ce n'est que l'argent. Et ils n'obéissent pas à des logiques nationales. Vous prenez par exemple Total, on dira, oui, Total est une société française, son siège social est en France, mais ses actionnaires sont français seulement à hauteur de 28 et c'est 72 des actionnaires de Total qui n'ont rien de français. Et si vous prenez les investisseurs institutionnels, qui sont ceux qui ont beaucoup d'influence, parce que dans le 28 il y a beaucoup d'employés de Total qui sont payés en actions, hein, pour les enchaîner dans des logiques financiéristes qui nuisent en plus au statut de travailleur qui est le leur, le taux se réduit encore plus. J'ai oublié, là, mais ça frise 80 là. Donc ça veut dire que les actionnaires de Total, ils sont de partout dans le monde, hormis la France, en majorité. L'actionnaire principal de Total, c'est des investisseurs institutionnels états-uniens, hein, qui s'appelle BlackRock, et qui investissent beaucoup dans le domaine de l'énergie. C'est eux qui ont... Il n'y a pas d'investisseurs de référence chez Total. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investisseurs assez puissants pour vraiment mener la barque entièrement. C'est une coalition d'investisseurs. Mais les plus importants, qui ont jusqu'à 5 ce qui est énorme quand la baraque vaut des milliers de milliards de dollars, là, c'est BlackRock. Et vous avez parmi les investisseurs les plus importants après la famille Desmarais, en tandem avec la famille Frère. Les Desmarais ont été pendant des années au conseil d'administration de Total, hein, Paul Desmarais, fils. Vous avez ensuite le gouvernement du Qatar, grande démocratie.
qui rivalise en matière de droits de la personne avec le gouvernement chinois, qui lui aussi a des parts considérables, et ensuite une myriade de petits actionnaires, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc là, vous avez un ensemble de petits actionnaires qui se disputent 0,5 % d'actions. Bon, voilà. Et toutes ces actions-là sont échangées sur les marchés à flux tendu. Continuellement, vous avez des algorithmes qui, en nanosecondes, vendent et achètent des actions de Total dans le monde. Donc, ce n'est pas une firme française, comme elle a pu l'être en 1928, quand elle a été créée par le gouvernement français pour assurer son approvisionnement, le gouvernement français ayant 34 % des parts et 40 % des droits de vote, étant donné des statuts d'action. Ni ELF, qui est une autre composante historique de Total, qui a été créée notamment, enfin en gros, pour aller vite, par Charles de Gaulle à partir de sa reprise du pouvoir en 1958, et qui, là, obéissait aux autorités politiques françaises dans un épisode de l'histoire de la France qui n'a pas été glorieux, cela dit, parce que ça a été beaucoup plus l'occasion pour la société pétrolière de rendre mafieux l'État que pour l'État de démocratiser l'activité pétrolière. Bon, c'est ça ce qui a mené à sa privatisation à la fin du 20e siècle. Mais néanmoins, cette privatisation-là n'a réglé aucun problème parce que tout le réseau d'influence politico-mafieux que ELF et la Compagnie française des pétroles, les deux ancêtres de l'actuel Total en France, ont développé, ont tout simplement été privatisés. Et pendant des années, ELF et la Compagnie française des pétroles ont développé une expertise en ce qui concerne le renseignement, le contrôle des pays où ils étaient, au Congo-Brazzaville, au Tchad, au Cameroun, au Gabon. Quand ce n'était pas aussi la spécialisation de développement de cartels avec des partenaires américains et britanniques au Proche-Orient, en ce qui concerne la Compagnie française des pétroles. On a développé des façons mafieuses, politico-mafieuses, délétères, criminelles parfois de se développer en participant à des guerres civiles, en renversant des gouvernements, en corrompant des gouvernements pour avoir accès au pétrole dans des conditions avantageuses. Tout ça pour constituer des caisses noires qui allaient profiter aux partis politiques, aux différents acteurs politiques dans ce qu'on a appelé la France-Afrique. Bon. Pardon. Et quand on a privatisé Total, quand on a privatisé ELF et la Compagnie française des pétroles, juste avant qu'elle fusionne et crée cette entité qui s'appelle Total aujourd'hui, on a privatisé cette compétence-là qui consiste à contrôler les appareils d'État, à faire du renseignement, à organiser des élections truquées, à financer des groupes de résistance qui voulaient prendre le pouvoir en étant de mèche avec l'industrie pétrolière, en favorisant le développement de cartels qui sont des vraies souverainetés qui dépassent complètement le pouvoir des États. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Mais ça, c'est un deuxième problème. C'est que les pétrolières, les énergéticiennes, comme on dit maintenant, je vais y revenir, ne sont pas strictement des entreprises qui ont une appartenance nationale. Elles appartiennent à un actionnariat qui est lui-même notre compte à rendre à personne. Alors, vous voyez ce que je veux dire par actionnaire, c'est tous ceux qui détiennent des titres de propriété, pour aller vite, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin un droit d'accès au capital d'un groupe, quoi. Et ces actions-là peuvent s'échanger continuellement, et c'est pour les actionnaires que les entreprises aujourd'hui évoluent. C'est pour verser des dividendes, c'est pour satisfaire leur soif dans le domaine de l'investissement, en s'assurant que la valeur de l'action augmente tout le temps. Et c'est pour ça que vous aurez des entreprises parfois qui vont licencier du personnel, même si elles sont rentables, parce qu'en licenciant, elles peuvent faire valoriser le capital davantage qu'en ne licenciant pas, même s'il n'y a pas une exigence de licencier. Bon, ça, c'est tout un autre chapitre, là. On pourra se revoir un jour sur cette question-là. Mais bon, oui? On entend moins bien. Oui. Est-ce qu'on peut augmenter le volume? Non? Je vais tenter de parler plus fort. Le volume est au maximum déjà. Je vais m'efforcer de parler plus fort. Oui, mais vraiment, j'ai peur de l'avaler. Je ne voudrais pas donner lieu à une scène gênante. Donc, j'ai parlé de... On pourra revenir sur des éléments pendant la période de questions, étudier l'histoire de la constitution des multinationales du pétrole
par rapport à ce qui s'est joué diplomatiquement dans l'entre-deux-guerres, là, est absolument passionnant pour comprendre ce qu'est une multinationale aujourd'hui, pas seulement dans le domaine de l'énergie, mais dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la construction, du bâtiment, ainsi de suite, et dans tous les secteurs, l'informatique, les médias, le divertissement, qui peuvent nous intéresser. On voit comment se sont constitués ces cartels qui se sont développés au Proche-Orient entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avec la bénédiction des États. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France notamment, et les Pays-Bas dans une moindre mesure, ont soutenu leurs entreprises dans des cartels au Proche-Orient, en démantelant l'Empire ottoman qui était du côté des vaincus, du côté des Allemands, pour leur façonner des États sur mesure. Donc là, ce n'était plus l'État qui contrôlait les entreprises pétrolières, c'était au contraire les pétrolières qui se voyaient offrir par leur puissance parraine des juridictions et des législations sur mesure pour pouvoir exploiter le pétrole dans les conditions les plus avantageuses qui soient en ce qui concerne la réglementation, les règles, les exigences fiscales et le reste. On a créé ce que Nicolas Sarkis a appelé des enveloppes juridiques. On a créé l'Irak, on a créé l'Arabie saoudite, on a créé de toutes pièces sur un plan législatif là, le Qatar. C'est-à-dire qu'on a créé des États, c'est le Royaume-Uni qui était à l'origine de ça, qui étaient complètement façonnés pour satisfaire le capital et qui n'étaient plus des États qui contrôlaient le capital, mais qui étaient là pour lui. Et tout ce qu'on a demandé à ces sociétés-là, c'est d'approvisionner en pétrole les États qui préparaient la Deuxième Guerre mondiale et qui en avaient besoin et qui voulaient s'assurer de l'approvisionnement. Il faut savoir que le Royaume-Uni, notamment, est un archipel qui est protégé par une flotte de navires de guerre qui carburent au mazout. Il était très important que pour le Royaume-Uni, on ait accès au mazout. Donc, on a créé BP pour une société privée, en fait, qu'on a financée largement pour qu'elle approvisionne le pays, mais on ne s'est pas soucié de ce que devenaient ces entités-là. On en a fait des Frankenstein. C'est-à-dire qu'on a dit, faites ce que vous voulez au Proche-Orient, organisez-vous comme vous voulez, on vous crée des États sur mesure. Voilà l'Irak, c'est façonné simplement pour satisfaire l'industrie pétrolière pour qu'elle ait un encadrement légal qui ne la dérange jamais, mais qui au contraire la protège. Faites ce que vous voulez, organisez-vous en vous dans des cartels qui seraient illégaux chez nous, parce qu'il y a quand même des lois antitrust. On n'est pas censé s'organiser comme ça en bande, d'une manière mafieuse, quand on gère et qu'on a accès à un bien comme celui de l'énergie. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous approvisionner. Et on a vraiment créé des Frankenstein, c'est-à-dire des entités qui sont devenues des puissances politiques et qui ont pu ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme des marchands d'armes, vendre du pétrole aux plus offrants. Vous avez la Standard Oil, là, qui est l'ancêtre de SO. SO, c'est les initiales de Standard Oil. Bon. Donc, vous avez la SO, l'ancienne Standard Oil, qui vendait du pétrole autant aux Alliés qu'aux nazis. Il devenait un pouvoir. Bon, et ça, c'est comme ça que les multinationales se sont constituées comme des pouvoirs. Donc, c'est errer, c'est se tromper que d'associer une multinationale à un État. Souvent, on le fait, mais c'est ne pas méconnaître complètement la façon dont fonctionne le capital, c'est-à-dire la façon apatride dont le capital évolue au 20e siècle pour régner sur les États et pour être avec les États des pouvoirs souvent complémentaires, mais en tous les cas autonomes. Et ils sont des partenaires. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, vous avez, au moment de la COP 21, aujourd'hui, en 2015, en France, des États qui signent avec des grandes entreprises des déclarations sur le climat. On reconnaît diplomatiquement le pouvoir des entreprises en tant qu'elle est autonome. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, le premier point, c'est que ce n'est pas des entités une, ce n'est pas la pizzeria du coin, ce n'est pas le dépanneur du coin, c'est des réseaux d'entités indépendantes d'endroits. Et le deuxième point, c'est qu'elles ne sont pas liées à un État en particulier. Au contraire, elles dominent les États, ou en tout cas, elles sont en interaction avec les États. Pardon. Le troisième point concerne l'idée que Total est une pétrolière. Bon. C'est vrai, cela reste vrai. Près de 40%, un peu moins, de l'activité de Total concerne le pétrole. Mais vous voyez qu'on n'est même pas à 50%. Là. Et encore, aujourd'hui, effectivement, une firme comme Total, mais c'est vrai pour Shell, c'est vrai pour la British Petroleum, BP, c'est vrai pour Esso, Chevron, ainsi de suite, et les sociétés d'État qui ont développé des expertises dans le pétrole, on continue d'exploiter le pétrole. Mais on est désespéré. Quand on en est en Alberta à chercher du pétrole dans de la boue et qu'on a besoin de 3 barils de pétrole pour en extraire 5, tellement il est coûteux d'aller chercher ce pétrole-là sale, mais tellement polluant qu'il est plus polluant que le charbon qu'on a cessé d'exploiter pour des raisons écologiques. C'est qu'on est désespéré. Cette boue-là,
aurait intéressé personne en 1960 ou en 1970. C'est bien parce qu'on a siphonné les bons vieux gisements qui étaient faciles à exploiter qu'on en est à chercher du pétrole dans de la boue ou en faisant ce qu'on appelle en faisant reculer la limite de l'extractivisme en développant des techniques complètement hasardeuses qui consistent à aller chercher du pétrole à 3000 mètres sous les eaux dans des circuits extrêmement précaires qui provoquent, on le sait, des marées noires, comme ça a été le cas avec BP dans le golfe du Mexique il y a quelques années. Mais on en est là, parce qu'il n'y en a plus. On ne veut pas nous le dire comme ça, mais il n'y en a plus. Et l'Arabie saoudite a joué une guerre commerciale avec les États-Unis en arrosant le marché de barils, en épuisant ses dernières ressources, en jouant ses dernières cartes ces dernières années, ce qui fait qu'on a eu un pétrole pas cher. Mais c'est épisodique. À partir de 2020, 2021, 2022, ça a déjà commencé. Les prix vont remonter puis redescendront à un moment donné, jamais. Et là, ça va devenir une richesse à laquelle on a été drogué, qu'on a d'une manière irresponsable siphonné en à peine plus d'un siècle, alors que cette richesse est non renouvelable et elle a mis des milliers d'années à se constituer. Et là, on sera désespéré pour d'autres sources d'énergie. Et très souvent, nous pensons, nous, qu'il y a des filières concurrentes au pétrole. Nous qui sommes avertis, nous disons, bon, moi j'arrête le pétrole, je passe à la voiture électrique, chez moi, de toute façon, je convertis aussi mon chauffage avec le solaire, on est chanceux ici, on a de l'électricité, ainsi de suite. Mais il faut savoir que les filières concurrentes au pétrole sont aujourd'hui dominées par les pétrolières. De la même manière que quand on se met à manger biologique, très souvent, c'est Monsanto qui nous fournit ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, les firmes ont créé des problèmes immenses et elles ont transformé de manière cynique ces problèmes-là en de nouveaux marchés. Et donc, vous avez Total qui, d'une manière aujourd'hui à peu près équivalente, produit autant de pétrole que de gaz. Et on fait passer, avec un sens du marketing qui est absolument vertigineux, ce déplacement-là, qui est obligé, parce que là, il n'y aura plus de ressources là, dans les prochaines décennies, c'est clair. On fait passer ce transfert, ce virage, comme étant voulu écologiquement, ce qui est évidemment une rhétorique qui vient après coup. Et on va dire, bien, au moins le gaz, c'est propre. Bon, c'est propre parce qu'on fait preuve de restriction mentale et on ne parle que du climat et on ne parle que de l'atmosphère. On ne parle pas de l'eau, parce que le gaz qu'exploite Total est un gaz de schiste, bon, il faudrait dire gaz de shale, en fait, exploité sur un mode non conventionnel, à savoir la méthode de la fracturation hydraulique. Donc, vous avez Total qui dit, pendant qu'on parle du climat, le gaz, c'est écologique parce qu'on va seulement parler du climat et du CO2 et on ne parlera pas de l'eau, qui est mise en péril par les méthodes de la fracturation hydraulique, parce qu'on menace les nappes phréatiques de manière massive et grave avec ces modes d'exploitation-là. Et en plus, on ne parle pas du méthane, que libère l'exploitation du gaz. C'est bien, on parle de CO2, on parle de climat. À ce moment-là, le gaz semble écologique parce qu'on a restreint sa pensée simplement à un aspect de la question environnementale. Et tout est comme ça ensuite. On va nous dire, c'est génial, parce qu'avec le gaz, on va devenir des producteurs d'électricité. Et là, Total a développé des méthodes pour transformer le gaz de shale qu'on compte exploiter massivement. C'est déjà le cas aux États-Unis, en Argentine, en Algérie et ailleurs. Sans parler d'autres projets complètement hasardeux en eau profonde. Là. On va transformer le gaz en électricité et on a même un ancien ministre de l'Écologie, Jean-Louis Borloo, qui est notre lobbyiste en Afrique pour convaincre des fonds d'aide au développement et des chefs d'État africains de convertir leur mode de fonctionnement à l'électricité produite à partir du gaz. Et là, on va voir les militants ensuite, puis on leur dit « Soyez pas égoïstes, vous n'allez quand même pas refuser aux Africains d'avoir accès à l'électricité. » Et donc, on rentre dans des jeux comme ça de chantage pour encore créer des débouchés. Et jamais repenser notre mode de vie, jamais repenser les problèmes à la source, c'est-à-dire comment nous sommes voraces d'un point de vue énergétique, nous,
dans nos modes de vie, nos configurations. Et après ça, on va se spécialiser dans les batteries de pointe, hein, les batteries pour les voitures électriques et le stockage d'énergie, hein, la captation d'énergie, des techniques qui sont vraiment contestées en termes écologiques, mais qui servent essentiellement à spéculer sur le marché du carbone. Hein, vous savez qu'on a prétendu faire la lutte à la pollution en vendant des droits à polluer sur les marchés. Hein, on peut vendre et acheter de droits à polluer, mais là, on va créer des poches, hein, de stockage qui vont être traduites à l'échelle boursière comme des titres permettant de polluer, ce qui n'est pas du tout une avancée et qui fait grandement l'affaire de pays comme la Chine qui ont besoin de rééquilibrer leur compte en ce qui concerne leur droit à polluer. C'est fou comme ça. Bon. Et après, ça continue. On va dire, il y a l'agrocarburant. On fait venir de l'huile de palme d'Asie dans une usine en France pour la transformer en agrocarburant pour faire rouler les voitures. On fait rouler les voitures, on entreprend de le faire, là, au gaz. Et le reste est le reste. Le granulé de bois pour se chauffer, c'est aussi Total qui le fournit. Et donc, le problème, il est à deux titres, quoi. Il est vertical, au sens où Total est présente à tous les moments de l'opération d'exploitation de toute forme d'énergie. C'est-à-dire qu'elle fait du développement de pointe, de la recherche de pointe, ensuite de l'exploration, ensuite des découvertes qui lui permettent d'exploiter. Quand elle exploite ensuite, elle transporte, elle traite, elle raffine, elle fait subir des transformations comme ça à l'énergie brute. Et ensuite, elle vend au détail et parfois, elle fait même de la spéculation sur un mode de courtage extrêmement poussé. Quand il ne s'agit pas de développer des logiciels pour permettre le covoiturage dans différentes communautés, voire la recherche opérationnelle en ce qui concerne le transport de marchandises et de fret. Bref, elle est partout. Elle est partout sur tous les domaines et à toutes les étapes de tous les domaines. Et donc, on est face, et c'est vraiment mon quatrième point, on est face à des entreprises qui ne sont plus des pétrolières, mais on pourrait dire des énergéticiennes. De la même manière que dans le divertissement, vous avez, ou dans l'information, vous avez de plus en plus dans le monde des oligarques, des vendeurs d'armes qui possèdent des médias ou qui possèdent des maisons d'édition. Hein, en Italie, les principaux livres qui s'attaquent à la figure de Silvio Berlusconi sont édités par des maisons d'édition qui appartiennent à Silvio Berlusconi. Hein, et ici, si on veut écrire un livre contre Pierre-Carl Pellado ou Paul Desmarais, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui vous permettent de le faire sans passer par des structures qui appartiennent à ces deux-là. Bon. Donc, on est dans des logiques comme ça où les entreprises sont de moins en moins des entreprises et leur domaine d'activité est de moins en moins circonscrit. Donc, je reviens à mon expression initiale, une entreprise pétrolière française, ce n'est pas vraiment une entreprise, c'est un réseau d'entités. Ce n'est pas vraiment une entreprise française parce qu'elle relève d'un capital apatride qui est nulle part et partout. Ce n'est pas vraiment une pétrolière parce qu'elle est même dans les secteurs concurrents du pétrole. L'énergie de demain est alimentée par ceux qui ont saccagé cette richesse qu'est le pétrole et qu'on aurait tellement dû, d'ailleurs, comme civilisation, utiliser autrement qu'en la brûlant, parce que le pétrole est une matière formidable à partir de laquelle on peut faire énormément de choses. Hein, et de brûler cette matière-là, comme on l'a fait en 100 ans, va rendre les historiens de demain ahuris. Hein, ils vont regarder notre civilisation et vont dire « ça se peut pas ». Ils sont passés à travers ça en à peine 100 ans, quoi. Mais en plus, voyons les choses dans la globalité. Nous ne pouvons plus parler d'entreprise. Ce sont des pouvoirs. Ce sont des pouvoirs qui règnent et qui font valoir une sorte de loi, une sorte d'autorité sur un genre nouveau. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé travailler sur Total. Il y a deux grandes raisons pour lesquelles j'ai travaillé sur Total. D'abord, le nom. Total. Non, mais c'est formidable de s'appeler comme ça. Je me disais, si un écrivain travaillait à des romans noirs, des romans policiers, et avait dans son intrigue à supposer que la firme n'existe pas,
avait dans son intrigue une entreprise qui s'appelle Total, son éditeur lui dirait « Non, non, appelle pas ta firme comme ça ne se peut pas. Personne n'appellerait sa firme Total, c'est trop gros, quoi, c'est trop indécent. » Eh bien, c'est le cas. On s'y est habitué. Et Total est un nom d'une marque là, qui a été développée d'abord dans les années 50, 1950, au moment où Hannah Arendt s'intéressait au totalitarisme. Donc, je me suis intéressé à ce qu'est ce totalitarisme. Et je vais y revenir, mais je me suis aussi beaucoup intéressé à la firme parce que c'est PDG, c'est président-directeur généraux depuis le début du 21e siècle, et ses administrateurs et son service de marketing est prolixe. Ils parlent énormément. Ils sont continuellement en train de nous alimenter en déclarations. Ils commentent tout. Ils commentent les tensions entre les États-Unis et la Russie, les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ils se positionnent sur le nouveau président en France. Ils font des menaces aux grévistes qui luttent comme ils peuvent contre une réforme du Code du travail en France qui est absolument rétrograde. Ils ont un mot pour tout le monde, tout le temps. Et ils agissent comme des souverains, comme des politiques, qui peuvent se prononcer sur toute mesure. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, ils disent « Nous, on ne fait pas de politique. » Et c'est une déclaration, mais on ajoute ceci. Bon, mon métier consiste à analyser ces phrases-là, essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire. Les PDG de Total, depuis 15-20 ans, nous disent continuellement « Nous, on ne fait pas de politique, on fait de la géopolitique. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous, au fond, la politique ne nous intéresse pas. La politique, c'est l'affaire des minables. La politique, c'est l'affaire des pauvres, de la plèbe qui s'entretripent pour savoir qui d'entre eux va porter la couronne. Nous, ça ne nous intéresse pas de savoir qui va porter la couronne. De toute façon, on sait influencer la marche des choses sans devoir trop mettre notre poids dans la balance. On donne un peu d'argent à Macron, on donne un peu d'argent à Fillon, on donne un peu d'argent à ceux qui pensent comme nous et on laisse le jeu médiatique se faire parce que le jeu médiatique, il est aussi l'apanage de notre capital puisque nous détenons les médias et nous savons comment instaurer une sorte de dynamique politique et sémantique et idéologique qui nous avantage. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est la géopolitique. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire, nous, Total, ce qui nous intéresse, c'est d'encadrer les États dans des modalités économiques qui ne leur donnent pas le choix de se conformer aux règles du jeu que nous établissons. Et nous appelons ça même des lois. Ce sont nos lois. Et continuellement, on les rappelle. La loi du commerce, la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande, la loi de la mondialisation. On est tout le temps en train de parler de lois, mais ces lois, nos lois, à l'échelle de la géopolitique, ce ne sont pas les petites lois des législateurs qui débattent dans des assemblées pour savoir si on va ou non légaliser la marijuana ou si on va ou non créer un tramway ou interdire la cigarette dans les lieux publics. Là. Ça, c'est les petites lois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la loi au sens naturel. Hein? Et la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande, la loi de la mondialisation, nous la faisons valoir dans le discours au même titre que la loi de la gravité. C'est la loi. Et donc, nous présentons ce pouvoir-là comme étant imparable. Et c'est là où vous avez Patrick Pouyanné qui dira ceci en 2014, qui est le PDG de Total, pour bien marquer son pouvoir, bien marquer comment il enferme les États. Il va dire, c'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation. Ce n'est plus un problème de capitalisme ou de non-capitalisme. Vous voyez que son discours, son vocabulaire politique est assez restreint. Hein? Bon, ce n'est plus un problème. La mondialisation, ce n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. Il y a effectivement toujours des différences. Il y a les libéraux et les moins libéraux, là, ça veut dire l'axe gauche-droite. Il dit, mais in fine, ce n'est plus ça maintenant. Ce n'est plus ça maintenant. Le PDG Total nous dit, c'est fini l'époque où on discutait ensemble sur le bien fondé du capitalisme, sur les mérites du capitalisme, sur les excès du capitalisme, sur les problèmes essentiels et fondamentaux du capitalisme. On n'en parle plus maintenant, c'est fini. C'est fini l'époque où on discutait sur le degré de libéralité de nos sociétés, dans quelle mesure des puissants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est fini. Hein? Nous vivons tous dans un système commun, et donc ceux qui veulent s'en extraire seront forcément des perdants.
Et donc, ce qui est puissant dans ce nouveau type de pouvoir, c'est qu'on est capable de faire valoir une autorité désormais sur un mode pervers, c'est-à-dire sur un mode inscrit dans les rouages même de l'objectivité. Les puissants, aujourd'hui, les multinationales, n'ont pas à décréter des volontés et à commander comme le faisaient Hitler, Staline, Franco ou Mussolini. Ils ont simplement à, en quelque sorte, travailler le réel. Et je n'ai pas le temps de passer par toutes les méthodes, mais une des méthodes, c'est très certainement le lobbying. Et le lobbying, c'est une façon de travailler le réel d'une manière très puissante. Très souvent, et je vais finir là-dessus, très souvent, on a une conception très, au fond, restreinte du lobbying. On s'imagine que le lobbyiste, c'est quelqu'un qui travaille pour une grande entreprise et qui va voir un ministre ou un décideur public pour l'inciter à voter de telle ou telle manière, telle ou telle mesure. Ça, c'est le petit lobbying. Mais le grand lobbying consiste à considérer qu'il ne s'agit pas pour les lobbyistes et les firmes multinationales qui les embauchent d'influencer les décideurs publics. Le lobbying consiste à influencer tout le monde, c'est-à-dire nous tous, et à créer un climat idéologique dans lequel il sera facile pour un élu d'aller dans le sens désiré par le multinational. Et pour un ensemble de concitoyennes et de concitoyens de penser comme l'entreprise de façon à se conformer à elle quand viendra le temps de subir ses décisions en ce qui concerne les prix du pétrole à la pompe ou de subir ses décisions quand viendra le temps d'essayer de travailler pour elle. Et être lobbyiste aujourd'hui, c'est au fond penser la façon d'intégrer les universités, de faire en sorte que le directeur général de l'École polytechnique à Montréal soit un ancien de Total, c'est de financer des journalistes, c'est de financer une exposition au Louvre ou dans un musée prestigieux, de financer des bourses d'études pour des étudiants, de financer des championnats de football ou des stades de baseball, comme c'est le cas aux États-Unis. Vous avez des bannières totales sur tous les stades de baseball majeurs aux États-Unis. Et le reste. Et d'être présent partout. Et d'être une sorte d'État dans l'État ou de pouvoir au-delà du pouvoir politique. Et je finirai par une autre phrase de Patrick Pouyanné qui disait « Au terme d'une rencontre avec Vladimir Poutine il y a quelques années, il y a eu un communiqué de presse émis par le Kremlin parce qu'on a reçu le PDG de Total exactement comme un chef d'État, avec le même décorum. Et on a cité Patrick Pouyanné dans le communiqué de presse qui disait « Même si Total est une société privée, c'est la plus grande entreprise française et elle représente d'une certaine manière le pays lui-même. » C'est une façon de dire, nous, la France, on l'a mise dans notre petite poche. Et lorsque nous parlons comme une autorité, comme un pouvoir, même en englobant même des pouvoirs politiques qu'on domine outrancièrement et en étant une souveraineté d'un genre nouveau qui a un rapport particulier à la loi. C'est la loi économique, c'est la loi du marché, c'est une loi extrêmement contraignante parce qu'on a trouvé des façons d'enfermer les États dans ces canevas-là et dans ces camisoles de force-là. Et nous avons une façon particulière d'exercer l'autorité parce que nous l'exerçons à travers les gens. Nous laissons les gens, en quelque sorte, être les vecteurs du pouvoir que nous voulons voir s'exercer. Et un jour, par exemple, en France, il était question d'une rumeur où l'ancien gouvernement pensait faire plafonner les salaires. Parce qu'il y a un salaire minimum, on s'est dit qu'il faudrait qu'il y ait un salaire maximum, parce qu'il n'y a pas de raison que lorsque le 1er janvier, un PDG se mouche, en faisant ça, il a déjà gagné autant d'argent que le salarié moyen. Voilà. Bon, et donc, on a pensé à ça, et Patrick Pouyanné a dit ceci, que je trouvais vraiment éloquent. Il a dit, si la France vote cette loi-là, toutes les entreprises vont s'en aller. Il a ajouté, c'est le plus important, ce n'est pas une menace, c'est tout simplement ce qui va arriver. Et dans c'est tout simplement ce qui va arriver, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a même plus à désirer, on n'a même plus à vouloir, on n'a même plus à commander. On est tellement puissant qu'on a organisé le réel de façon à ce que structurellement, il aille dans le sens que nous souhaitons. Et donc, notre travail politique aujourd'hui, nous, les générations qui vont nous suivre pendant le 21e siècle, ce sera de s'attaquer à cette nouvelle autorité-là, qui est la seule, au fond, qui vaille et qui pèse, c'est-à-dire les multinationales, les grandes entreprises dans le domaine industriel et commercial, les grandes institutions financières qui ont infiniment plus de poids que nos chefs d'État qui font aujourd'hui des parades de mode en Inde ou des selfies à Vancouver, quoi, et qui ne pèsent pas lourd. Alors, je vous donne les questions. Okay. Il y en a qui ne touchent pas directement à la conférence.
j'ai vos questions. Je ne sais pas j'ai combien de temps parce que je peux être assez bavard. 18 minutes. OK. Ah, il y a vraiment des bonnes questions. J'aurais dû peut-être en prendre au hasard, là, comme un tirage. J'essaie de... J'ai quand même le choix de choisir. C'est vraiment... je juge les partis. Hein. Comme les Est-ce que vous êtes invité, comme je le prends au hasard, je n'avais pas lu, est-ce que vous êtes invité comme conférencier auprès des organismes de régulation économique internationaux? Pas tout à fait. Ce que je trouve intéressant, moi, les seuls endroits où on m'invite, mais c'est à part dans la vie sociale active, là, c'est-à-dire dans l'activité démocratique des peuples, là, en termes institutionnels, c'est dans les commissions parlementaires. Et je ne vais pas aller dans le détail. Si vous allez sur mon site Internet, alaindeneau.net, vous aurez un onglet sur mes interventions en commission parlementaire. Là, ça peut être assez amusant parfois de discuter avec eux. Mais il y a vraiment, fondamentalement, là, au-delà des enjeux dont on parle ici, il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup. C'est que les élus, dans cette espèce de gouvernance qui est la nôtre aujourd'hui, qui consiste à réduire les États simplement à des rouages pensés par l'organisation privée, hein, les entreprises, les élus ont fini par oublier ce qu'il en est de leur rôle. Et ils ont fini par perdre tout sens politique. Très souvent, sur les dossiers, ils se comportent un peu comme s'ils étaient des hauts fonctionnaires, quoi. Ils sont très techniques. Et alors, quand j'arrive en commission parlementaire, j'essaie, avec les moyens qui sont les miens, là, du mieux que je peux, de replacer les choses sur le plan de la politique. Et qu'est-ce que c'est la politique? Hein? Comme disait Jacques Rancière, c'est un art de la réflexion sur les choses communes qui ne relève d'aucune compétence spécifique. Hein? C'est ça la politique. Nous sommes tous, si nous sommes démocrates, capables de politique. Parce que nous sommes tous concernés par les choses communes, par définition. Par définition, les choses communes sont données en partage, elles nous concernent. Et bien sûr que s'il s'agit de construire un pont, enseigner l'histoire ou dépêcher l'armée dans un pays, moi, je souhaite que ce soit un expert, un spécialiste qui procède à chaque chose si on décide d'aller de l'avant. Je préfère que ce soit un ingénieur qui construise un pont que n'importe qui. Je préfère que ce soit une intellectuelle qui enseigne l'histoire plutôt que n'importe qui. Je préfère que ce soit un général ou un stratège qui déploie une armée plutôt que n'importe qui. Mais construire un pont, enseigner l'histoire ou dépêcher une armée relève bien de délibérations dont nous sommes tous, à un moment donné, capables. Cela nous concerne quand même tous, parce que c'est notre dynamique urbaine que nous allons changer avec un pont, parce que c'est notre niveau de conscience publique que nous allons changer avec des cours d'histoire, parce que ce sont nos enfants qu'on va aller faire tuer avec un déploiement militaire. Cela nous concerne quelque part. Et il y a un moment dans la pensée qui excède le champ des compétences techniques et spécifiques et qui relève de toutes les compétences, c'est-à-dire de tout ce dont nous sommes capables, nous, ensemble. C'est ça, la politique. Donc, moi, je vais au Parlement et je parle politiquement à des élus, donc sur le plan des principes. Et je vois qu'ils chavirent, surtout à Ottawa. Ça les étonne. Mais vraiment, et je le dis en étant dépité, quoi. C'est comme si on avait perdu ce régime-là et ils voudraient que je leur parle de techniques, de pourcentage, d'ajustement, que j'écrive la loi comme si j'étais un avocat, alors qu'il s'agit de situer le débat sur un plan politique, ce qu'ont oublié même les politiques. Une fois l'argent rendu dans un paradis fiscal, comment est-il distribué? C'est intéressant aussi. Je reprends mon réseau tout à l'heure, mon grand organigramme. Lorsqu'à la fin d'une année administrative, une firme réunit ses actionnaires, imaginez-vous que vous êtes très, très, très riche parce qu'ici, on est tous les actionnaires de Total ou d'ExxonMobil. Bon.
c'est notre assemblée générale. Il y a un tableau avec toutes sortes de données. Je vous dis quels sont les actifs, quels sont les passifs, comment les choses se sont améliorées, que l'année a été excellente, ainsi de suite. Voilà les dividendes, toutes sortes de bonnes nouvelles. Il y a du caviar, il y a du champagne. Bon, ces données-là n'existent nulle part. Encore une fois, ce ne sont pas les données d'une entreprise, ce sont les données colligées de toutes les structures qui appartiennent au groupe. Mais il n'y a aucun compte bancaire dans lequel se trouveraient ces données-là comme telles. On les a additionnées, on les a établies dans un rapport qu'on soumet aux actionnaires. Mais il peut y avoir dans ce montant-là, que ce soit Coca-Cola, Total, Boeing, Monsanto, une majorité de capitaux financiers qui soient dans les paradis fiscaux. Et ils restent là. Hein, la structure des Bermudes, la structure des îles Caïmans a des capitaux. Puis le jour où il faut mobiliser, je ne sais pas moi, 8 millions de dollars parce qu'il y a une foreuse qui doit aller quelque part, je sais pas, on prend l'argent là. Et la magie des paradis fiscaux, c'est qu'ils ne supposent pas d'activité réelle. On peut être à Londres, à Francfort, à Tokyo, à New York, à Toronto, et depuis un ordinateur, dire je vais prendre l'argent de la filiale des Bermudes et puis je vais l'envoyer à notre structure qui est en Algérie et qui en a besoin ce jour-là. Donc l'argent reste là. Et l'argent, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, de toute façon? C'est presque une rumeur. Hein? On va dire, non, mais il y a une crise de confiance. Là. Vous savez que l'argent, il n'est pas constitué d'une manière circonscrite. Hein? Une banque prête 10 fois ce qu'elle a. Hein? Donc, quand une banque vous prête de l'argent ou prête de l'argent à une étudiante pour qu'elle fasse ses études, il n'existe pas, cet argent. La banque a le pouvoir d'inscrire d'une manière informatique dans un compte de l'argent qui n'existe toujours pas. L'argent existe le jour où il est remboursé. Donc, on crée toujours un volume monétaire plus grand. Ouais, je vous ai dit que je serais bavard. Hein. Bon. Allez, au hasard. Celle-là, je l'avais déjà lue, ça ne compte pas, je vais la garder pour la fin. Ah oui, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle technologie qui consiste à faire des sacs de plastique, car le plastique est constitué de pétrole? Oui, c'est toute la filière de la pétrochimie. Ça, c'est intéressant aussi. Quand je parlais du nouveau type de pouvoir là, des multinationales, aujourd'hui, les multinationales, elles ne commandent pas, ce n'est pas une autorité comme jadis. C'est pour ça qu'il faut changer nos modèles. Souvent, quand on pense au totalitarisme, on pense à Hitler qui va s'y faire des ordres avec sa photo partout, puis qui hurle ses commandements sur les gens. Là, comme dans Charlie Chaplin, là, les gens se font en quelque sorte arroser d'ordres. La multinationale aujourd'hui est beaucoup plus fine. Comment elle exerce son autorité? C'est en profitant de toutes les conjonctures. Donc, plutôt que d'imposer son ordre, on se rend suffisamment puissant pour que, quelle que soit l'évolution de la conjoncture, on en profite. Et je vais en arriver au sac de plastique. Si les cours du pétrole baissent radicalement, ce n'est pas si grave que ça pour une société pétrolière comme Total, qui n'est pas seulement une pétrolière. C'est grave pour les petites sociétés d'État qui se sont constituées dans l'histoire au Venezuela, en Norvège, en Iran, en Chine, parce qu'elles ne font que du pétrole. Là, si les cours baissent, c'est grave pour elles parce que ce sur quoi elles sont assises vaut moins. Elles peuvent le vendre moins cher, donc c'est moins de capitaux. Qu'est-ce que fait Total qui a des réserves? Bien, elle insiste sur d'autres filières, hein, le gaz, hein, les agrocarburants, l'électricité même à partir du gaz, mais aussi elle insiste sur des filières qu'on appelle l'aval, c'est-à-dire tout ce qui part du pétrole pour être transformé, dont les sacs de plastique, dont certains aspects de la pharmacologie, dont la vente au détail. Je veux dire, quand les prix baissent sur les marchés financiers, ils ne baissent jamais autant à la pompe pour nous. Donc, il y a une marge de profit plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bien, comme les prix sont bas, on va insister sur les leviers qui nous sont avantageux dans une conjoncture dans laquelle les prix sont bas. Et quand les prix montent, comme ça tend à être le cas maintenant, là, on se met à forer parce que ce qu'on extrait vaut cher. Et donc, être puissant aujourd'hui, ce n'est pas vociférer des ordres, imposer un programme et devenir une sorte de fasciste à l'ancienne. C'est simplement se rendre suffisamment puissant à l'échelle mondiale pour être toujours capable de profiter de l'évolution des choses en laissant les choses un petit peu évoluer d'elles-mêmes parce que de toute façon, on est capable de faire en sorte que la pièce tombe toujours du bon côté. Bon, et effectivement, il y a une chose qu'on ne veut pas, par contre, et qu'on fuit comme la peste, c'est une transformation de notre modèle consumériste.
Hein, c'est qu'on arrête de consommer des sacs de plastique, qu'on fasse du covoiturage, qu'on milite pour le transport en commun et qu'on essaie de limiter nos déplacements et qu'on pense autrement l'urbanisme, hein, qu'on repense complètement à long terme l'étalement urbain, parce que ce modèle-là n'est pas viable. Combien de temps est-ce que j'ai? Hein, avec... 8 minutes. Okay, j'en prends une par hasard pour être honnête. Les pays d'Occident, tels le Canada, peuvent-ils intervenir en faveur d'un pays sous l'emprise d'un autre pays voisin? Prenons le cas du Tibet, sous la domination de la Chine depuis 1950 à ce jour. Et ça, c'est une thèse de doctorat. Hein. Mais moi, je vous dirais seulement, je ne suis pas compétent, mais je vous dirais seulement que l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est de cesser d'associer strictement, il ne faut pas cesser de le faire complètement, mais cesser d'associer strictement le pouvoir aux États. Et de voir les États comme étant pas complètement détruits, pas complètement neutralisés, mais en grande partie. Et de voir les États comme étant en relation étroite et sous l'influence effective d'autres catégories de pouvoir, telles que les grandes banques et les grandes entreprises. Hein? Et ce qui m'intéresse moins, moi, pour ma part, quand je pense au Canada, c'est moins de savoir ce que le Canada, comme souveraineté, décide de faire en Syrie ou par rapport à la Chine, mais au fond, sous l'influence de quelle entreprise il se trouve au moment de se prononcer. Et une des façons de le faire aussi, et là, ça suppose qu'on mette de côté à peu près 90% de notre presse, c'est de ne jamais s'intéresser à un conflit dans le monde ou à une situation géopolitique dans le monde sans se poser la question des richesses naturelles. En Syrie, ce n'est pas la guerre des étoiles, ce n'est pas le bien contre le mal ou des gens d'allégeances différentes qui s'entretuent. Il y a des intérêts. Qui en parle? C'est microscopique. Et quand les gens en parlent, on dit vous êtes des paranoïaques, vous êtes des complotistes, vous dites n'importe quoi. Et c'est vrai que souvent, on peut lire n'importe quoi parce que les gens ne savent pas, parce qu'on n'a pas l'information, parce qu'elle n'est pas cherchée. Il n'y a pas de journalistes qui s'y mettent et qui spéculent et qui posent les bonnes questions aux bons intervenants. Donc, moi, ce que le fait Canada, par exemple, j'ai entendu que le Canada est aujourd'hui un lobby de l'industrie minière mondiale. Bon. Il a entendu que le Canada, aujourd'hui, est représentant des paradis fiscaux de la Caraïbe britannique au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, parce que formellement, ils parlent en leur nom. Hein? À la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, vous savez que chaque pays n'a pas un siège, hein? Ce n'est pas comme à l'ONU. Hein? Chaque siège est une grappe de pays, une sorte d'alliance, une coalition. Et formellement, encore aujourd'hui, quand le Canada parle à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, c'est au nom de 12 paradis fiscaux. La Barbade, les Bahamas, de mémoire Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, le Belize, je pense l'Irlande. Et certains d'entre eux sont considérés comme des narco-États. Et c'est on behalf of, là, au nom de ces pays-là, que le ministre des Finances se prononce dans ces instances-là. Donc, on voit bien que ces pays-là ne sont pas des pays. Hein, ce sont des souverainetés complètement louées et corrompues par la haute finance, qui est souvent le fait d'ailleurs historiquement de banques canadiennes. Ça, je vous invite à lire sur cela. Mon 400 pages de plaisir là, réunies dans mon livre La filière canadienne. J'en prends une dernière au hasard et je finis par celle que j'aime bien. Le Canada est-il aussi à risque de se faire corrompre, comme par exemple l'Afrique, là où tout est corrompu par la France? Si oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Bien, c'est intéressant de voir que les choses... je ne sais pas si vous connaissez ce film de Louis Buñuel, là, Le charme discret de la bourgeoisie. Hein? Les choses sont comme ça très charmantes à Ottawa. C'est comme tout se passe dans une élégance bourgeoise qui n'empêche pas la vulgarité. Et aujourd'hui, moi, j'aime bien voir la corruption là où elle est évidente, plutôt que de spéculer sur les enveloppes brunes ou sur les mallettes d'argent ou les comptes en Suisse à numéro. Et aujourd'hui, je vais seulement me contenter de dire ça, le ministre des Finances du Canada, qui s'appelle William Morneau, a des parts, via une fiducie, dans une firme d'investissement et de conseil qui a elle-même des actifs dans les paradis fiscaux. Bon, la corruption, c'est ça. Et la corruption, elle m'intéresse beaucoup plus, mais au sens moral
qu'au sens pécuniaire. Vous savez, saint Thomas d'Aquin, c'est vous pouvez parler de la corruption, mais d'une manière morale. Là, quand un ministre ne sait même plus c'est quoi être ministre, en fait. Quand un universitaire perd de vue que son métier n'est pas d'être courtier pour vendre des résultats de recherche à des bailleurs de fonds, mais de faire de la recherche au titre du service public parce que c'est les contribuables qui payent son institution. Quand on oublie, un policier oublie qu'un étudiant qui manifeste a le même statut de citoyen qu'un aîné qui manifeste, et qui ne mérite pas de se faire plus matraquer que l'autre. Ainsi de suite. La corruption, elle est dans les références morales propres à chacun et le conformisme à des pratiques qui nous éloignent des principes fondamentaux en vertu desquels on a fondé les institutions qui représentent ces gens. Et à cet égard, le Canada est extrêmement corrompu. On oublie, je pense qu'en Occident, on est le peuple dont la conscience historique est la plus éloignée du réel. On oublie que notre pays n'est pas une république, n'est toujours pas une république. Nous ne sommes pas des citoyennes et des citoyens, nous sommes des sujets de Sa Majesté, ce qui est parce que nous sommes dans une monarchie parlementaire, ce qui est un euphémisme pour dire une colonie. Et une colonie est un pays, comme ces enveloppes juridiques dont je parlais tout à l'heure dans l'ex-Empire ottoman, qui vise strictement à encadrer la spoliation et le pillage par des conquérants de richesses qui sont le fait de peuples qui les précédaient. Et le legs institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui est celui de cette colonie-là. Et je ris dans ma barbe souvent quand j'entends des Canadiens dire « Ah, c'est fameux ici, c'est formidable, nous n'avons pas de passé colonial. » Mais bien sûr qu'on n'a pas de passé colonial, on est un passé colonial. Nous sommes coloniaux ontologiquement. Et le Canada est l'œuvre de l'Empire britannique et de ses visées colonialistes. Dernière question, je la garde pour la fin, est-ce que j'ai le temps? Avant de recevoir un coup de pied sur les chevilles. Oui. Non, ça, c'est pas celle-là que je voulais. La question, est-ce que j'ai peur pour ma sécurité personnelle? Vous avez deviné que non. Il y avait une question, en fait, c'était sur le tirage au sort, si je ne me souviens bien. Que pensez-vous de l'idée du tirage au sort pour remplacer les élections et l'accaparement du pouvoir par les multinationales? Bon, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure sur la démocratie. Si on est démocrate, on est pour le tirage au sort. On n'est pas obligé d'être pour le tirage au sort, mais si on est contre le tirage au sort, on n'est pas démocrate. C'est juste ça que la logique, quoi. En quel sens? La démocratie est un principe, ce n'est pas un régime. C'est un principe qui table sur le partage des intelligences. Ce qui ne veut pas dire qu'on est intelligent de la même manière, mais ce qui veut dire, comme je l'étayais tout à l'heure, là, que la politique est le domaine de cette réflexion sans compétence spécifique. Maintenant, et je suis obligé d'aller vite, ce serait une conférence en soi, pour ma part, je milite pour un Sénat élu au sort. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se débarrasser du Sénat. Très souvent, on se situe dans des pour et des contre sans même réfléchir fondamentalement aux choses. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on continue à avoir ces rituels électoraux qui peuvent, bon an, mal an, mobiliser les gens, les situer à date fixe sur des débats, ce qui serait sinon une absence de rendez-vous politique complet pour certaines catégories de gens. Mais je trouverais très, très bien qu'il y ait un Sénat dans lequel on envoie n'importe qui. N'importe qui est capable de dire au gouvernement « Non, vous n'avez pas promis ça, non, on a fait une commission, puis on estime que c'est mauvais », et qui a les pleins pouvoirs pour empêcher des gouvernements de s'adonner à tout ce qu'ils font une fois qu'ils sont élus, alors que les projets en cause n'ont jamais été discutés en campagne électorale. Et qui est donc une chambre de n'importe qui à convaincre. Et n'importe qui, en tant que nous sommes tous concernés, qui que nous soyons, par les enjeux qui sont discutés dans les parlements. Et il y aurait lieu même de proposer des projets de loi, mais qui soient à l'initiative, qui soient en quelque sorte ensuite soutenus par l'Assemblée nationale, là, c'est-à-dire, ou la Chambre des communes. Ça, il ne s'agirait pas de voter au Sénat même des lois, mais de soumettre des libellés qui feraient l'objet de vote aussi dans les assemblées pour créer une sorte de dialogue entre des élus qui auraient tout d'un coup intérêt à suivre la population parce qu'il y aurait en marge une chambre formée de n'importe qui est capable de ramener à l'ordre des élus qui se pensent un peu trop puissants quand ils reçoivent leur puissance d'un pouvoir qui est plutôt à sa gare et qui pèse lourd sans qu'on ait de contrôle sur lui. Merci de votre attention. Je descends pas, hein? J'ai pas de parachute. Attendez un petit peu. Oui.
Alors, moi, j'ai de tâche de remercier notre conférencier. Alors, M. Deneau, au tout début de votre conférence, vous avez parlé d'un problème avec